fête de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenez votre chair et votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour être fort, c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle. Écouter Seul au monde, prendre la force des paroles, avoir Corneille à côté de soi, puis se regarder dans les yeux. J'ai déjà les larmes aux yeux. Et c'est même pas commencé. Je t'ai pas venu pour ça, Isabelle. Merci d'être là, Corneille. Merci à toi. J'avoue qu'on a passé la fin de l'invitation. semaine ensemble. Merci. Parce que j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt. Et ce que tu sais pas, c'est que j'ai comme un attachement avec le Rwanda. J'ai une histoire personnelle non, mais avec c'est le ça, Rwanda. Je savais pas du tout ça. Et je veux pas mettre la lumière sur mon histoire personnelle, c'est anecdotique. Non, moi mais... ça m'intéresse, là, puis on pourra faire un lien avec le livre, mais c'est très rare que je parle à des gens une qui étaient là. journaliste qui était là. Ouais, en juillet très, très rare. 1994. Ouais. J'étais à l'époque pour Radio-Canada. En fait, je terminais à Radio-Canada et j'ai été envoyée là-bas grâce à Médecins sans frontières, entre autres. Et j'y suis restée plusieurs semaines. J'ai même eu l'occasion de marcher avec les réfugiés rwandais. Et on comprend un peu, jamais comme les Hutus ou les Tutsis, mais on comprend un peu quand on vient de l'extérieur comme ça à quel point ce type de conflit est au-delà de toute compréhension. Ouais. On comprend qu'on comprendra Qu'on jamais. comprendra jamais. C'est exactement ça. Et ton livre qui s'intitule « La mélodie du pardon », c'est un peu ça, finalement, que j'ai compris. Tu me diras, mais toi, ta famille, au complet, y a passé, là. Ouais, moi, j'ai perdu toute ma famille. Puis, moi, la complexité dans mon histoire, c'est que mon histoire ne m'a jamais donné le choix de choisir un camp. Ouais. Ça a toujours été ça, ma problématique. Puis, c'est quelque chose qui est difficilement audible dans une période, encore aujourd'hui, où exprimer de l'amour pour les uns, c'est automatiquement exprimer de la haine pour les autres. Alors qu'on, tu sais, on peut... Deux choses peuvent être vraies en même temps. On peut dire qu'on aime une communauté et dire qu'on aime une autre communauté que l'histoire ou l'actualité a opposé ou oppose encore. Et c'est très difficile de concilier les deux, mais moi, ma vie ne m'a pas donné le choix. J'ai toujours eu un pied dans un pôle, puis Est-ce que les l'autre gens dans un autre. savaient ça? Moi, Non, j'ai pas... Non, parce que tu excellente dis, question. Pardon, mais moi, plus le temps passe et moins j'en sais sur mes racines. Moi, je savais pas ça de toi. Oui. Que tu avais à la fois Oui, une mère Hutu et un père Tutsi. Oui, je l'ai dit dans Écarquillé entre les deux. Entre les deux, grand écart, puis... et je l'ai moi-même découvert sur le tard, c'est ce que j'écris dans le livre, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de mes 12 ans à peu près, 12-13 ans, pour moi, mon père était Hutu parce que c'est ce qui était dans sa carte d'identité. Parce qu'il faut savoir que nous, on écrivait dans nos cartes d'identité si l'ethnie était bien précisée. Et tu le dis d'ailleurs, il s'est fait naturaliser. Il s'est fait naturaliser. Il s'est fait naturaliser. Ce que j'ai appris plus tard était un petit peu... de coutume, parce que quand tu avais envie de te garantir soit une bourse d'études, soit une meilleure job, bah, tu te naturalisais ou tout parce que ça te facilitait les choses. Mais moi, j'ai été... je suis l'enfant de ces deux ethnies-là. Ouais. Donc, quand on dit les Hutus pour les opposer aux Tutsis, moi, ça me pose un problème parce qu'ils n'ont pas à s'opposer. Je suis le produit de ces deux-là. Tu es les deux à la fois. Ouais. Tu te considères comment, alors? Ben, c'est ma grande difficulté. Il y a tout un chapitre sur l'identité dans le livre où je dis que ça... Moi, je le ressens comme une dictature. Cette injonction qui nous demande à tous de savoir exactement d'où l'on vient, puis surtout de choisir une origine, une appartenance identitaire qui nous constituerait plus que tout le reste. Qui une fait dictature partie morale. de nous. Une dictature morale à être une chose avant les autres. Ouais. Dans mon cas, ça peut être Hutu versus Tutsi, mais ça peut être noir aussi versus tout le reste que je suis. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert parce que dès ma naissance, moi je suis déjà né dans un pays qui n'était pas le mien, je suis né en Allemagne. Ouais. Quand je suis arrivé dans le pays dont on m'a dit qu'il était le mien, on ne m'y a pas accueilli comme un des leurs. Quand je suis arrivé au Rwanda, mon père nous avait toujours dit on retourne chez nous. Quand je suis arrivé chez nous dans le village de ma grand-mère paternelle, on m'appelait le petit blanc parce que je parlais pas la langue. Puis, fait que toute ma vie a toujours été Qu'est-ce que ça. fait de se faire traiter de...
C'est ce briquet-là. Avec... Quand on est noir. Ah, c'est violent. Ouais. Oui, c'est violent. Ouais. C'est très violent. Et en même temps, pour moi, ça a été la plus grande leçon en termes de vivre ensemble. C'est une leçon que beaucoup d'adultes n'apprennent toujours pas. C'est que tous les critères de division qui nous déchirent en ce moment sont des constructions. Il n'y a rien d'ancré dans quoi que ce soit de vrai puis d'authentiquement humain. Ce sont des constructions. C'est très artificiel. Ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, écoute, tu me permettras de te citer parce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que pour les enfants du village paternel, le sobriquet Petit Blanc était une manière imprécise de m'opposer non pas aux Noirs en général, mais bien aux petits Rwandais qu'ils se savaient être. Ouais. Pour les petits copains du village de mon père, il n'existait que deux races, les Rwandais et les Blancs. Et là, plus loin, tu dis, quand on vit en Afrique, la condition noire n'occupe pas trop les espaces de vie ni de pensée. Dans le fond, on ne devient noir que lorsqu'il devient évident que l'ennemi en première ligne est blanc. En Afrique, dans la vie de tous les jours, celui qui t'emmerde le plus, c'est toujours un autre noir. Oui, toujours. Et je trouve ça intéressant, cet éclairage-là, oui. Parce qu'on parle rarement de ça. Puis dans notre société au Québec, tu vis au Québec, oui. Il y a toujours cette espèce d'accusation de racisme systémique, c'est racisme latent, d'opposition blanc-noir. Oui, mais je la comprends parce qu'évidemment, on voit sa vie sociale ou même politique à travers le prisme de l'histoire, de sa géographie. Nous, on a importé sur la question blanc-noir, on a importé énormément de choses des États-Unis. Même nous, en Afrique, pour une certaine classe sociale, moi je me rappelle que quand j'étais à l'école secondaire, j'étais dans une école internationale, une école belge, puis la manière dont nous importions la culture afro-américaine, dont nous l'invitions dans nos vies. Je me rappelle que quand le film de Spike Lee sur Malcolm X était sorti, on se promenait tous avec des petites casquettes de Malcolm X, comme si on avait intégré l'histoire afro-américaine comme étant faisant partie de la nôtre, alors que c'est deux histoires qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que nous on est des colonisés, puis on emporte un gros lot de traumatisme, mais ce n'est pas l'esclavage. Donc mon rapport avec le blanc, comme on l'appelle, n'est pas le même que celui d'un Afro-Américain au Mississippi ou dans le Tennessee. C'est pas la même chose, mais pourtant j'ai l'impression qu'être noir dans le monde, les Noirs dans le monde sont allés à l'école afro-américaine pour apprendre ce que c'était qu'être noir. Donc on voit... C'est une erreur, c'est dommage pour toi, c'est une mauvaise façon de voir l'histoire. Parce que je trouve que ça nous limite, Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir un Sénégalais comme un Sénégalais que de le voir comme noir, de voir un Nigérian comme un Nigérian plutôt que de le voir comme un noir, parce que on n'est pas noir en Afrique dans un village où on est entouré de personnes noires 24/7. Comme on est noir aux États-Unis, avec tout ce qu'il peut avoir de bavures policières, tout ce qu'il peut avoir comme manque d'accès à certaines choses dans la société, par le simple fait qu'on est noir, pas parce que c'est récent, mais parce qu'on est l'héritier d'une histoire qui a fait mal à un peuple. Et moi, je trouve ça important de me réapproprier ma façon d'être noir, qui n'est pas celle d'un noir qui est aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et d'être rwandais, je suis d'origine rwandaise, l'histoire rwandaise est quand même très particulière. L'histoire rwandaise n'est pas la même que l'histoire, je sais pas moi, malienne par exemple. Tu n'es jamais retourné? Je sais pas, non, je suis pas retourné. À ce jour? Non. Pourquoi? J'ai pas... Je m'en sens pas prêt, parce que je pense que j'associe encore ce pays avec beaucoup d'images avec lesquelles j'ai pas fait la paix encore, d'une part, puis de l'autre, j'ai pas l'impression que c'est un pays qui est réconcilié. J'ai pas l'impression que c'est un pays qui... peut-être, le Rwanda dont je me rappelle, évidemment, naïvement, vu la tournure des choses par la suite, mais c'est un Rwanda où Hutu et Tutsi pouvaient cohabiter. Ouais. En tout cas, semblaient cohabiter. Puis au-delà du Hutu-Tutsi, j'avais l'impression que...
puis encore une fois, je fais très attention, c'était peut-être juste une impression, parce que du haut de mes 17 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, j'avais peut-être pas la visibilité sur toutes les subtilités Est-ce que tu penses que sociopolitiques. Tu vas être prêt un jour à y retourner, tu penses? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est un appel que j'entends régulièrement. Ouais, j'ai envie d'amener mes enfants un jour, leur montrer où papa jouait au soccer dans les petites rues de quartier. Ouais. C'est un appel. Est-ce que je serai prêt un jour? Je ne sais pas. Quand? Encore moins. Là, tu viens d'écrire un livre sur le pardon. Ouais. C'est gros, le pardon. Oui, puis c'est une affaire très subjective, c'est très personnel. Ouais. Moi, j'ai écrit ce livre, j'étais dans une quête, dans une recherche justement de ce pardon-là. Puis au final, j'ai trouvé le seul pardon que j'ai trouvé que je pouvais m'octroyer, c'était celui que je pouvais m'accorder à moi-même. Parce que finalement, les gens qui m'ont fait du mal, j'espère qu'ils se pardonnent ou qui se sont pardonnés. Mais il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'absolution, c'est pardonner à quelqu'un, on s'élève un petit peu au-dessus de... En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend dans les livres de développement personnel. Pardonner, c'est un petit peu s'élever, dépasser quelque chose. Mais souvent, on va dire, on pardonne pour soi, parce que ça met fin un peu, en tout cas, ça aide à mettre un peu le couvercle sur une certaine souffrance. C'est difficile d'avoir de la rancœur. En fait, c'est ça, mais je pense aussi que... Et d'être dans l'amour, ce que tu prônes beaucoup. Oui. En fait, il y a deux choses. Premièrement, le pardon à l'autre, je pense que c'est compliqué d'imposer aux gens ou d'attendre des gens qu'ils pardonnent à ceux qui leur ont fait mal. Chacun son cheminement, chacun son rythme. Par contre, pour parler de moi, j'ai toujours trouvé que les choses qui ont toujours été les plus dures à pardonner, ça veut toujours avoir avec le fait d'avoir pensé qu'on aurait pu l'éviter, qu'on aurait pu prendre le pouvoir pour que les choses se passent autrement, alors que la plupart du temps, pour les choses qui nous ont vraiment fait mal, généralement, on n'est que victime. Généralement. Mais c'est ce bout-là où je me suis dit, peut-être que si je me pardonne moi, le fait de ne pas avoir pu faire autrement, le fait de ne pas avoir pu contribuer à un évitement de ce qui m'a fait le plus mal, c'est déjà un début vers un certain allègement. Mais généralement, c'est quand je suis dans cet état d'esprit-là que finalement, celui ou ceux qui m'ont fait mal ont moins de place dans mon quotidien. Ouais. Voilà. Ça, c'est important de dire. Puis ça te permet aussi de... Il y a toute la culpabilité. Mais ça, tu avais déjà dit que tu avais un peu réglé ça. Le fait d'être le seul qui reste. Oui. Le fait d'être le seul, c'est terrible. Le survivant, c'est documenté, là, à quel point c'est lourd aussi à porter. Mais c'est intéressant que tu parles de cette solitude-là, justement. Mais moi, ce que la vie m'a envoyé, c'était que je suis plus seul. Tu n'es plus seul. Je suis plus seul. J'ai une famille, donc cette solitude... Puis on est là derrière toi. Merci Isabelle. Merci tellement. Je rappelle ce magnifique livre, La mélodie du pardon. Bonne journée à l'équipe et